Villebrumier se situe sur la rive droite du Tarn, au sud-est du département du Tarn-et-Garonne, à l'extrémité nord-ouest de l'ancienne généralité du Languedoc. Villebrumier a le statut de commune depuis 1789, celui de chef-lieu de canton depuis 1793 et appartenait alors à la Haute-Garonne. Par décret impérial, en 1810, ce statut est confirmé, mais les terres de la rive gauche lui sont retirées au profit de Nohic. Son territoire s'étend sur 1140 hectares répartis en zones de plaines et de coteaux. La population s'élève à 885 habitants qui logent dans près de 400 maisons. L'habitat ancien est constitué du village et de quelques fermes isolées. À l'ouest, au lieu-dit Grosaise, dans les années 70, se sont développés des lotissements. Depuis, des pavillons individuels ont été édifiés le long des routes et sur les hauteurs. Quand vous viendrez un jour voir mon petit village, nous irons l'admirer du haut de ses coteaux. Lorsque vos yeux ravis verront le paysage, vous direz sûrement qu'il n'est rien de plus beau que la splendeur de cette image. Vous croirez que le ciel se rapproche de terre. Le brouillard sur le Tarn avançant lentement, on dirait une écharpe encerclant la rivière, couverte d'un nuage aux larges plis mouvants et impalpables vagues légères. Nous pourrons contempler la vallée où, dans l'ombre, de multiples bosquets enlacent les maisons. Si la brume revient alourdir la pénombre, nous verrons s'estomper l'épaisse frondaison au crépuscule déjà sombre. La place de la mairie se situe à 114 mètres d'altitude. L'histoire de Villebrumier est mieux connue depuis la création de l'association Entre nous en 1988. D'après les recherches effectuées par François Malbreil, instituteur, pour sa remarquable monographie de Villebrumier rédigée dans les années 30, le premier peuplement de notre territoire daterait de l'époque des Gaulois. Une tribu volsque qui faisait partie du grand peuple tectosage, dont la capitale était Toulouse, colonisa et peupla toute cette région. Elle se trouva ainsi en contact avec un autre peuple gaulois, les Cadurques, capitale Cahors. La tribu cadurque la plus proche de notre territoire était les Tasconis. C'est le Tescou qui servait de frontière entre ces deux tribus. Même si cette origine est incertaine, il est évident que Villebrumier accumulait tous les atouts favorables à un peuplement humain. Une rivière large et poissonneuse, des sources abondantes et régulières, une colline escarpée pour se réfugier en cas de danger, une exposition plein sud, bien agréable en hiver, une pente suffisante pour éviter inondation ou humidité, et une terre fertile et variée. Très rapidement, un village se créa dont nous ne savons pas grand-chose. Néanmoins, M. Malbreil suppose que ce village primitif gaulois donna naissance à une villa gallo-romaine rustique construite à l'emplacement de la propriété de M. et Mme Pascal Monnereau près du Touron. Pour étayer son hypothèse, il s'appuie sur les vestiges découverts en 1931 lors des fouilles effectuées pour la construction du nouveau pont suspendu, pièces de monnaie de l'époque de l'empereur Auguste, vases de grès de forme étrusque, sabres à 2 tranchants, vestiges d'un four romain en terre. Ce four, vraisemblablement un four à pain, fut retrouvé dans le talus dominant le Touron. Suivit la longue période des invasions, dont il ne reste pas de traces.
En 885 apparaît Théodore, personnage important pour la vie spirituelle de notre commune. D'abord moine au monastère familial de Saint-Martin, à Montauban, il devient archiprêtre et se fait remarquer par sa piété et sa générosité. Plus tard, il est élu évêque du puissant évêché de Narbonne. Là, il lutte avec succès contre les tentatives de sécession de la partie catalane de son évêché, tout en continuant son œuvre de charité auprès des plus démunis. En 893, il s'éteint au monastère de Montoriol, où il est alors inhumé. Béatifié après sa mort, il est le saint patron de notre paroisse. Ses reliques, après de nombreuses vicissitudes, sont conservées dans l'église de Villebrumier, où elles sont exposées. Le nom de Villebrumier apparaît pour la première fois en 837, quand l'abbaye de Moissac reçoit en don l'alleu de Villebetmer. Le village est protégé par le château féodal. La vie de la communauté est organisée autour du seigneur, qui possède la plupart des outils collectifs, moulins, fours, porcs et passeurs, ainsi d'ailleurs que la terre dans sa plus grande part. Rapidement, les villageois obtiennent de leur seigneur, Pierre de Loubarès, la signature d'une charte des coutumes et des libertés de 84 articles qui définit les droits et les devoirs du seigneur et des habitants. Oyez, oyez, braves gens, en ce jour de grâce du 25 juillet 1263, moi, Arnaud Ratier, notaire à Villemur, vous donne lecture de la charte de coutume que vous concède notre gentissime, le seigneur de Villebrumier. Toute contestation et procès doivent être jugés par le seigneur, son juge ou les consuls. Toute personne venant s'installer à Villebrumier doit recevoir du seigneur un terrain pour bâtir une maison, planter un jardin et une vigne, créer une prairie, sous une redevance annuelle de 14 deniers pour le tout. Le seigneur donne à la communauté les chemins, les places et les rues, les entrées et les sorties, le tout à la connaissance de 4 prud'hommes de la ville. Tout homme que le seigneur a acheté ou achètera à l'avenir doit lui rester sien, sans que la franchise de la ville puisse rendre la liberté à cet homme. Mais tous ceux qui sont francs et libres devront rester tels. L'homme et la femme coupables d'adultère doivent courir nus d'une porte à l'autre de la ville. Ils peuvent se racheter de cette ignominie par une somme de 30 sols. À la fin du Moyen Âge, Villebrumier, village prospère, dépendait des puissants seigneurs de Villemur. Malheureusement, la folie des hommes était à nos portes. Les guerres de religion allaient ensanglanter notre pays. Pendant de nombreuses années, catholiques et protestants allaient se combattre. Au début de la guerre, Villebrumier réussit à échapper à ces combats fratricides. Mais, en 1574, les protestants se rendent maîtres de Villebrumier et la fortifient. Une garnison s'y installe à demeure. En 1622, les troupes catholiques du duc de Vendôme attaquent Villebrumier, s'en emparent, la pillent et la rasent, ne laissant pierre sur pierre. Notre village mettra longtemps à se relever de ce désastre. C'est d'ailleurs pour cela qu'il reste si peu de vestiges historiques dans Villebrumier.
En cette période noire et troublée, un personnage haut en couleur marqua l'histoire locale, Jean de Lette. Issu d'une famille noble de la région, il se trouva très tôt destiné à la carrière ecclésiastique. Il fut nommé évêque de Montauban afin de contrer l'expansion et l'influence grandissante des protestants. Tout évêque qu'il fut, il tomba amoureux d'Armande de Durfort, la jeune et jolie veuve du seigneur local Jacques du Bousquet. Celle-ci vivait la plupart du temps dans son château de Verlactescou. Afin d'être plus proche d'elle, il acheta une maison à Villebrumier, maison où nous nous trouvons en ce moment. Elle recèle les rares vestiges de l'architecture du XVIe siècle, scrupuleusement préservés par la famille Vigouroux, actuelle propriétaire. Jean de Lette finit par rejoindre la religion protestante, vendit son abbaye de Moissac, puis son évêché de Montauban. Il épousa Armande et partit en Suisse, dans le canton de Berne, où la religion protestante était tolérée. C'est là qu'il termina sa vie. Après les guerres de religion, les villageois reconstruisent leur village et adoptent un plan régulier de rues perpendiculaires. Le cœur du village se déplace vers l'ouest. L'ancienne église qui se dressait près du cimetière est reconstruite à l'emplacement actuel. Les travaux de construction vont durer de 1720 à 1742. Les événements de la Révolution n'occasionnèrent pas de conflit majeur à Villebrumier. En effet, les seigneurs avaient perdu depuis fort longtemps toute prédominance politique. Les derniers seigneurs du Bousquet redeviennent de simples propriétaires terriens. Cette période, avec la vente des biens nationaux, marqua l'émergence d'une bourgeoisie rurale qui accapara la plupart des terres disponibles au détriment des petits paysans. Cette période voit l'ascension sociale et la réussite politique d'un des Villebrumérains les plus illustres, Pierre Gerla. Pierre Gerla, né le 17 novembre 1763 à Villebrumier, dans une maison de la rue qui porte son nom. Elle est actuellement notre maison des associations. Son père, notaire à Villebrumier, est déjà un notable local. C'est Pierre Gerla qui fit construire une somptueuse demeure appelée Saint-Théodard, récemment restaurée par monsieur et madame Laporte. Pierre poursuit ses études à Montauban, puis à Toulouse, où il apprend le droit. Mais la période est troublée et Pierre Gerla va se lancer dans la politique. En 1795, le Tarn-et-Garonne n'existe pas encore et c'est à Castel-Sarrazin, chef-lieu d'un district de Haute-Garonne, que Pierre Gerla se fait élire grand électeur. À Toulouse, il devient député au Conseil des 500. Il séjourne à Paris pendant toute la durée du Directoire, de 1795 à 1799, et joue un rôle non négligeable au sein de cette assemblée et lors du coup d'État qui va porter Bonaparte au pouvoir. De 1799 à 1806, il revient à Castel-Sarrazin où il occupe le poste de juge. En 1806, le voici à Villebrumier où il succède à son père en tant que notaire. En 1808, lors de la création du département du Tarn-et-Garonne, Pierre Gerla intervient
afin que Villebrumier reste chef-lieu de canton tout en perdant la rive gauche du Tarn. Le XIXe siècle se déroule sans péripéties particulières à Villebrumier. En 1862, la municipalité fait construire un lavoir moderne en captant les sources connues depuis toujours. Le village devait être vivant, habité par de très nombreux artisans et commerçants qui ont pratiquement disparu de nos jours. En effet, si la population était inférieure en nombre à la population actuelle, tous les habitants travaillaient sur place et effectuaient la quasi-totalité de leurs achats dans le village. Du sabotier au tisserand et à la couturière, en passant par le forgeron, le charretier ou le pêcheur, tous vivaient de la clientèle locale. L'agglomération continue de croître lentement en suivant le plan géométrique qu'elle s'était fixé au XVIIe siècle. Mais notre commune reste avant tout une commune agricole. Les propriétés sont minuscules et les récoltes servent avant tout à nourrir les nombreuses bouches de la famille. Les instruments agraires n'ont guère varié depuis le Moyen Âge et demandent une grande résistance physique. Mais l'entraide règne et la plupart des travaux pénibles se font en groupe. Heureusement, la terre est riche et les besoins peu importants. Vers la fin du XIXe siècle et au début du XXe, quelques outils nouveaux apparaissent, charrues Brabant, faucheuses, qui vont lentement changer la vie de nos concitoyens. Aujourd'hui, quelques 627 hectares sont cultivables. Ces terres produisent blé, maïs, tournesol, mais aussi sorgho, soja, melons et fruits. Depuis plus de 30 ans, la plaine est irriguée par un réseau intercommunal. De plus en plus, des lacs collinaires permettent l'arrosage dans les coteaux. Des mutations importantes ont affecté le secteur agricole ces dernières décennies. Le nombre d'exploitations a diminué notablement et les productions se sont modifiées. La mécanisation a transformé les habitudes et les conditions de travail. En 1885, 2 fabriques de balais étaient installées dans le village. Elles ont cessé leur activité en 1914. Depuis la disparition de la coopérative Le Blé, la commune n'est plus pourvue d'industrie. Certains salariés locaux occupent des emplois dans les usines d'alentour, à Saliens, Villemur, la Bastide-Saint-Pierre, mais aussi à Montauban, Toulouse ou ailleurs. Il est fini le temps des sabotiers, forgerons, maréchal ferrants, tonneliers, charrons, couturières, tisserands. Aujourd'hui, quelques artisans exercent ici leur activité. Maçons, peintres, vitriers, plombiers, zingueurs, chauffagistes, électriciens, installateurs de bâches et stores. Autrefois, le village comptait plusieurs épiceries, une boucherie avec son abattoir, des restaurants et même un pêcheur professionnel. Aujourd'hui, malgré sa taille modeste, la commune est desservie par plusieurs commerces, une boulangerie-pâtisserie, un salon de coiffure, une alimentation boulangerie-pâtisserie, un café-tabac-journaux, un magasin de matériel médical. Quelques commerçants itinérants passent régulièrement.
Les services se sont développés ces dernières décennies. L'administration municipale a créé des emplois pour répondre à des besoins d'aujourd'hui. La maison de retraite existe depuis 1992, ainsi que la cuisine centrale qui fournit les repas aux écoliers et aux personnes âgées grâce à un service de portage. La mise en place d'un parc de logements sociaux, l'entretien et l'extension du patrimoine, l'ouverture de nouveaux services comme la bibliothèque ou l'école de musique témoignent d'aspirations nouvelles. La Poste est installée dans les locaux actuels depuis 1977. Le groupe scolaire est construit depuis 1954. Il a dû être agrandi à 2 reprises pour accueillir l'afflux d'écoliers. À ce jour, plus de 100 enfants fréquentent les 5 classes. La gendarmerie, rénovée en 1970-71, compte 6 militaires. Le corps des sapeurs-pompiers a été créé en 1955. Il effectue quelques 100 interventions annuelles. Une subdivision de l'équipement s'emploie à l'entretien des routes. Un poids public permet toujours de peser quelques chargements. Malheureusement, la recette perception a été supprimée en 1986, mais une banque est installée ainsi qu'un agent d'assurance. Un notaire, deux médecins généralistes, un chirurgien dentiste, un kinésithérapeute, un cabinet d'infirmière, une pharmacie sont à la disposition de la population. Un centre médico-social assure des permanences. La protection de l'environnement est assurée par le traitement des eaux usées et dans un cadre intercommunal par la collecte régulière des ordures ménagères. La commune est dotée d'un ensemble sportif avec 2 terrains de football, et un de tennis. Une salle des fêtes rénovée voilà quelques années permet de multiples activités. D'autres locaux sont à la disposition de l'école de musique. Mais non, croche, tu as la croche et après tu as le lever de temps. Tu as trouvé le cigare? Les associations utilisent également des salles communales.
La bibliothèque est ouverte depuis 1995. Des places ombragées permettent de multiples rencontres conviviales. Un parc boisé est aménagé derrière la maison de retraite et un sentier permet désormais de flâner le long du Tarn. Des chemins de promenade parcourent le territoire de la commune. Un effort d'embellissement, fourni tant par la municipalité que par les particuliers, donne un aspect accueillant à notre village. L'habitat traditionnel est fait de briques crues ou de briques cuites, dites foraines, et d'un toit couvert de tuiles canal. L'intérieur des vieilles maisons cache souvent une magnifique cheminée. Si elle est vaste, on l'appelle Loucantou. Le Tarn borde Villebrumier sur près de 6 km. Autrefois, il était le théâtre d'un important trafic fluvial. Voilà quelques décennies, des pêcheurs professionnels vendaient son poisson et une plage accueillait les baigneurs. Le pont suspendu date de 1932. Il a remplacé le vieux pont en bois. De tout temps, ces colères ont été redoutables, et chacun a en mémoire ces terribles crues, celle des 6 et 7 décembre 1996 et celle meurtrière du 3 mars 1930. L'église a été édifiée en 1721. De style toulousain avec un clocher-mur, elle est dédiée à saint Théodore, dont les reliques sont conservées dans une châsse en bois doré du XVIIIe siècle. Il n'existe plus de carillonneur depuis 1960, année où les cloches ont été électrifiées. Aujourd'hui, le prêtre exerce sa mission sur 3 paroisses. Le cimetière se situe près de l'emplacement de l'ancienne église. De plus en plus, les caveaux remplacent les tombes. Les traditionnels cyprès, disparus sous l'effet des terribles gelées de l'hiver 1956, ont été partiellement remplacés. Le lavoir public a été construit en 1862 sous le règne de Napoléon III, selon le style caractéristique de l'époque. Trois pigeonniers, témoins du patrimoine local, subsistent encore. Sur le territoire de la commune poussent quelques arbres remarquables: pin parasol, cèdre, chêne-liège, marronnier, mûrier, magnolia, sans oublier les platanes. La présence de bambous et même de bananiers surprend. Rue de l'Hôpital apparaît une sculpture étonnante qui témoignerait de l'existence d'un établissement de soins au Moyen Âge. Le jeu de loto est une tradition qui se perpétue depuis fort longtemps dans une ambiance conviviale. Depuis 1790, de François Gerlat à Étienne Astoul, 27 maires, désignés ou élus, se sont succédés à la mairie. Aujourd'hui, un conseil municipal enfant est élu par les écoliers. L'école laïque fonctionne depuis 1887. Elle était installée dans la demeure de Pierre Gerlat, léguée à la commune en 1820. Ce bâtiment est aujourd'hui la maison des associations. L'occitan fait partie du patrimoine local.
Certes, la langue des troubadours est peu parlée de nos jours, mais elle transparaît toujours au travers d'expressions populaires et se trouve à l'origine de nombreux noms de lieux et de personnes. Depuis plus de 40 ans, de 1895 à 1939, un vélodrome en terre battue qui occupait l'actuel emplacement du groupe scolaire était le théâtre, le jour de l'Ascension, de prestigieuses courses cyclistes sur piste. Un premier monument aux morts fut érigé en 1923. L'actuel édifice date de 1953. Il rappelle le sacrifice de 26 jeunes Villebrumiérains morts pour la France. Le confort dans les maisons s'est installé petit à petit. Fini la corvée aux bornes fontaines, l'eau courante est arrivée à partir de 1956. La première installation du tout à l'égout a été réalisée au lotissement Grosaise et poursuivie dès 1983 dans l'agglomération. L'électrification du village date de 1922 et le goudronnage des années 40-50. Bien des occasions réussies, en collaboration pour retrouver un jeune esprit familial. Activités de caractère social, certainement celles-ci sont proposées par les associations locales.
1998, c'est 20 ans d'existence. La place des jeunes, comme son nom ne l'indique pas, regroupe les pensionnaires de la maison de retraite. Grâce aux activités pratiquées, ils gardent leur vitalité. La DMR, l'aide à domicile en milieu rural, permet le maintien dans leur environnement familier de personnes âgées. L'aide ménagère s'acquitte certes de tâches matérielles, mais apporte aussi compagnie et réconfort. Cœur, prenez-y du cœur. Elle a mal à la poitrine aussi. Ouais. Mal au dos. Oui. Villebrumier est jumelé avec Tandiem, village de Casamance. Les Amis du Sénégal organisent des actions humanitaires depuis quelques années et des relations d'amitié se sont même nouées avec la population. L'association Espérance regroupe les enfants concernés par le catéchisme. Les sapeurs-pompiers volontaires mettent leurs compétences et leur dévouement au service de la population. Leur amicale organise des manifestations festives, telles les feux de la Saint-Jean, mais aussi humanitaires comme le Téléthon. CS Villebrumier t'appelle. FPT Villebrumier pour CS Villebrumier, à vous parler. Ils assurent aussi, à l'occasion, l'encadrement et la formation des cadets. Le Sporting Club a été créé dans les années 30. Après une longue période d'inactivité, il a été relancé en 1964. Ses joueurs, ses dirigeants, ses arbitres portent les couleurs de notre village sur les terrains du département. Chacune des deux équipes seniors vient d'accéder à la division supérieure cette saison. Une école de foot accueille les plus jeunes mordus du ballon rond. Doyenne des associations locales, la vénérable lyonnaise continue à rouler allègrement sa boule vers le 3e millénaire. La pétanque permet des rencontres amicales et parfois animées. Un concours officiel est organisé le samedi de la fête locale. Les jeunes peuvent s'initier et se distraire au sein du club de tennis. La société de pêche est l'instigatrice de l'aménagement des berges du Tard et a reçu l'agrément qui permet la pêche à la carpe de nuit. De nombreux pescophiles, dont certains venus des 4 coins de France et même de l'étranger, occupent agréablement leurs loisirs à l'ombre des peupliers. C'est une belle bête, hein. Et vous contrôlez quoi au juste?
Et les prises, on les pèse et après on les relâche. C'est la logistique, ça. Tu la rates pas, il connaît pas. Ah, bravo. 6 kg 754. On la remet à l'eau ou on fait cinéma aux armées? La société locale assure l'alevinage du Tarn et du Tescou et propose régulièrement concours et enduros avec repas adaptés. La chasse est une activité ancestrale. L'association communale de chasse agréée assure le repeuplement du gibier par des lâchers réguliers et la mise en réserve de certaines zones. On chasse le petit gibier individuellement ou en petits groupes et on organise des battues au chevreuil ou au sanglier. Pour se maintenir en forme, J-Dance permet aux enfants comme aux adultes de se perfectionner dans l'art de la danse. C'est bon. Un petit espace, Aurélie. Perrine, regarde devant toi. La chorale La Clé des Champs existe depuis une dizaine d'années. Elle a proposé à plusieurs reprises des concerts vocaux de haute tenue. Bricolard, jeune association, s'emploie à sensibiliser et à initier les enfants aux arts plastiques. Pimprenelle, à partir d'activités ludiques, permet aux jeunes amateurs de théâtre d'acquérir de l'assurance tout en donnant libre cours à leur créativité. Bon, ça reste à voir. Mais passons plutôt au préparatif et au lieu où fera donc. Vous allez voir. Nous allons faire une petite pointe à 180. 180. L'IPADAV est une association intercommunale qui a succédé au comice agricole. Elle organise chaque année une manifestation marquante dans l'un des villages adhérents. Eh ben voilà l'explication. La première fête du terroir s'est tenue à Villebrunier en 1995 et a connu un vif succès. Le rallye de l'amitié est la dernière née des associations. Elle propose de mieux connaître le territoire de notre commune et de découvrir les sites de notre région. Chèvrefeuille, hein. Ce film essaie de montrer la vitalité de notre village et l'attachement que nous y portons tous. Depuis 10 ans, Entre nous recueille de nombreux témoignages et organise conférences, expositions et soirées à thème qui participent à la mise en valeur de notre patrimoine commun. Journal de proximité, Entre nous rend acteurs ceux qui ne le sont pas naturellement, essaie de retisser les liens trop souvent distendus par la vie moderne et tente de donner du sens à des valeurs simples, mais tellement essentielles. Rencontres, échanges, convivialité, respect de l'autre. En conclusion de ce film vidéo, nous avons réuni 2 anciens du village, Charles et Aurélie, 2 enfants
Élie et Carole qui ont été désignés par leurs camarades de classe. Et nous avons aussi demandé l'avis de Étienne Stoul, le maire du village. Vous habitez depuis longtemps à Villebrumier? J'y suis née et j'ai toujours habité, même quand je travaillais à Montauban, j'étais de Villebrumier. J'en ai vu passer du monde. Et les choses ont bien changé. Et qu'est-ce que vous faisiez à l'école? À l'école, j'étais à l'école de Villebrumier, à l'école de filles. Il n'y avait qu'une classe. On était une quarantaine. C'était à la maison des associations. Et après l'école, qu'est-ce que vous faisiez? Je regardais mes petits frères. Quand il y avait les vacances, j'allais dans les champs avec mes parents. Des fois, j'allais au marché avec eux. Et le soir, on se réunissait dans les rues entre voisins l'été. Et moi, je me couchais sur la route pour voir les étoiles. Et puis, est-ce que les télés existaient? Non, il n'y avait pas de télé à ce moment-là. Il y avait des petits postes de radio. On écoutait nos chanteurs préférés. Et alors, on apprenait les chansons, on les chantait quand on se réunissait. Et même toute seule, quelquefois. C'était les distractions de l'époque. Il y avait quand même du sport, on s'amusait quand même des fois. Vous avez appris à tricoter? Alors ma maman m'a appris à tricoter et à coudre. Je faisais robe de la poupée. Vous aussi, vous êtes allé à l'école? Oui, à l'école, mais comme à l'époque les garçons n'étaient pas mélangés avec les filles, mon école était située là où maintenant se trouve le secrétariat de la mairie. Et devant, là où se trouve la poste, il y avait un grand pré, et moi, s'amusait là. Et alors, je faisais mes devoirs, comme il n'y avait pas de pétrole, comme il n'y avait pas d'électricité, je faisais mes devoirs, mais il n'y avait pas de pétrole. Parlez-nous de votre travail. Et moi, mon travail, la maison où je suis né, la maison où j'habite maintenant, en 1913, et dans cette maison, 4 générations de boulangers se sont succédées de ma famille. Alors là, j'ai continué le métier à faire le boulanger, mais seulement à l'époque, c'était un peu en bois, c'était le cheval qui le faisait marcher, et le four, c'était chauffé au bois. Et il fallait fendre le bois, parce qu'il était trop gros pour mettre dans le four. Alors tous les jours, je fendais du bois. Et puis alors, le matin, je me levais de bonne heure pour péter et fabriquer le pain. Et l'après-midi, j'allais le vendre. Et je faisais des michets, on faisait des pains ronds de 2 kg, de 5 kg et 2 kg 500. Et ces pains, on les appelait ça des miches. Et alors, pendant longtemps aussi, j'ai fait l'échange de blé pain. Les paysans me donnaient du blé, et moi, je leur donnais du pain, sans payer. Et alors, à la fin de journée, il n'y avait pas beaucoup d'argent dans la caisse. Et avant, ça n'existait pas les voitures? Non, moi j'ai eu la chance que j'ai eu une voiture, j'avais à peu près 10 ans. C'était une camionnette Berlier. Et il n'y avait pas beaucoup, tu sais, tu pouvais traverser les rues, tu ne te faisais pas écraser à l'époque. Mais les routes n'étaient pas goudronnées et on crevait souvent. Mais on avait toujours de quoi préparer. Une pompe à bras pour couper les roues. On n'avait pas jamais mécanicien. Et toi, tu t'y plais, Eric, à Villebrumier? Élie, pardon. Oui, avant, j'habitais à la ville. Là-bas, il y a beaucoup de pollution. Ici, c'est plus calme. Bon, on peut plus se promener, mais il y a quelques voitures qui roulent trop vite. Et puis, moi, je vais à l'école primaire. Et puis, en rentrant de l'école, je fais mes devoirs. Et puis après, je vais voir mes copains, je les invite, je vais chez eux. Puis, aussi, soit je joue à ma console, soit je vais sur le communal, je joue au ballon ou à la pétanque. Ah, et toi, Carole, d'où es-tu? Tu n'étais pas à Villebrumier? Non, avant j'étais à Montauban. Mais j'aime Villebrumier, c'est plus petit, et puis après l'école, je peux aller jouer avec mes copines. Et puis c'est bien, on va aller se promener au bord du Tarn, regarder les pêcheurs, on peut... Qu'est-ce que tu fais comme sport, Carole? Je fais de la danse, de la musique et de la natation. Tu vas te promener? Oui, je vais me promener. Tu connais le Touron? Non, je ne connais pas. Vous connaissez pas le Touron? C'est le lavoir. Non. Ah oui, ah oui. J'y vais souvent là, après l'école. Oui, aussi. Étienne, en tant que maire, comment vois-tu l'avenir de notre village? Villebrumier a beaucoup d'atouts.
Villebremier est un village aggloméré, c'est une ancienne bastide. Je crois que ce caractère lui a donné une âme. C'est un village que les habitants aiment, où il y a une vie associative très forte. Villebremier a beaucoup d'atouts, le Tarn, le château, la verdure, les grands arbres, les collines, les bois. Je crois que ce village peut encore se développer et se développer harmonieusement. Avec la réalisation de ce document, entre nous a essayé modestement de faire un devoir de mémoire. Notre équipe est en effet convaincue que mettre à jour le passé, mettre à jour l'histoire locale, permet certainement de se projeter plus lucidement dans l'avenir.